Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, votre rendez-vous emploi. Chaque jour, vous connaissez notre rendez-vous, c'est sur Bismart, évidemment, une émission sans langue de bois pour débattre, expertiser, parler et donner la parole, évidemment, aux DRH. On va parler dans notre cercle RH, qui est notre débat, on donnera la parole à des managers, des dirigeants de L'Oréal. Comment ont-ils traversé cette crise? On leur posera cette question, évidemment, dans quelques instants. Working Progress, qui est notre rendez-vous avec Welcome to the Jungle, à la rencontre d'entreprises, de start-up innovantes, et puis bien dans son job, vous connaissez notre rendez-vous, c'est l'expertise RH et tous ceux évidemment qui gravitent autour de cette expertise. Mais d'abord, avant de vous présenter mes invités, d'abord le JT avec Victoire Sicora. Bonjour Arnaud. Va-t-on vers une exonération pérenne des charges salariales pour les jeunes? La mesure d'aide à l'embauche sur laquelle travaille le gouvernement pourrait en effet ne pas être limitée dans le temps. Le but, c'est bien sûr d'éviter que la génération qui arrive sur le marché du travail ne soit pénalisée par la crise économique post-Covid. Les contrats de professionnalisation devraient bénéficier d'une aide similaire à celle appliquée aux contrats d'apprentissage, et ce à hauteur de 8 000 €. Des mesures sont également attendues sur la garantie jeune et le service civique. Mais le sujet qui est sur toutes les lèvres, c'est l'exonération de charges salariale pérenne. Cette dernière doit être amendée lors de l'examen du Sénat mi-juillet. Si l'exonération est validée, elle sera valable sans limite de temps, sauf bien sûr si un prochain gouvernement souhaite revenir en arrière. Les inconnus restent la limite de salaire ainsi que la limite d'âge, mais l'impact positif de cette mesure serait considérable dans la mesure où les entreprises pourraient conserver près de 20% du salaire brut pour chaque jeune embauché. Une facture élevée pour l'État en revanche, qui devra débourser 10 milliards d'euros par an. La France pourrait gagner 7% de PIB sur 2 décennies en luttant contre les discriminations sur le marché du travail. Crever le plafond de verre de la majorité blanche et masculine sur le marché du travail permettrait en effet un gain économique. C'est ce qu'affirme le chef de la division emploi et revenus de l'OCDE. Les recommandations sont nombreuses, mais 2 sortent du lot. La première, c'est l'instauration d'un congé paternité plus long de 4 semaines qui se rapprocherait ainsi du congé maternité et permettrait de libérer du temps aux mères. D'autant plus que la France est particulièrement en retard sur ce sujet, à la différence de pays comme l'Allemagne et la Suède. La deuxième, c'est d'aider les minorités à se hisser et notamment de permettre aux jeunes des quartiers défavorisés de gagner en estime d'eux-mêmes. Plus encore que le retard scolaire, Stéphane Carcillo pense que ce sont les compétences sociales et sociétales sur lesquelles il faut agir afin de développer leurs aspirations. La revalorisation de la retraite des agriculteurs a été adoptée ce lundi. Cette dernière sera revalorisée à hauteur de 85% du SMIC net agricole, soit 1 025 € par mois. Aujourd'hui, le niveau de cette pension minimale est fixé à 75% du SMIC. Ça représente un gain de 120 € par mois, qui est non négligeable pour les exploitants agricoles avec une carrière complète. Ce sont 196 000 agriculteurs qui sont concernés. André Chassaigne, le porteur de cette réforme, déplore que certains soient écartés de cette nouvelle limite. En effet, le dispositif exclut ceux qui ont des activités en dehors du secteur agricole et dont la retraite cumulée dépasse déjà ces 1 025 €. La mesure devrait entrer en vigueur au plus tard en 2022. Et on finit avec toujours le télétravail qui semble avoir bousculé durablement l'immobilier de bureau. C'est ce que révèle l'Association des utilisateurs de la défense, qui fédère à elle seule 85% des surfaces de bureaux, commerces et écoles de quartier. La défense, je vous rappelle que c'est 70 tours qui accueillent 3 600 entreprises et 180 000 salariés, des salariés pour beaucoup encore en télétravail. Aux heures de pointe, ils étaient 40 000 passagers à descendre à l'arrêt de la Défense, contre à peine 10 000 mi-juin. Les flux reprennent donc, mais pas assez rapidement, notamment pour les commerçants qui peinent à retrouver leur clientèle. Pour vous donner un petit exemple, le boulanger Paul, qui connaît d'habitude un chiffre d'affaires de 2 000 € simplement en début de journée, plafonne aujourd'hui à 700 € seulement. Merci Victoire pour toutes ces informations. On vous retrouve demain. Place à notre rubrique Bien dans son job. L'environnement RH, on fait du droit du travail avec Lise Leborgne. Merci d'être avec nous. Lise, vous êtes consultante Bismart, avocate en droit du travail, avocate au barreau de Paris évidemment. On va revenir alors sur on parle beaucoup de bien-être sur ce plateau. Là, on va venir un peu sur les contrepoints de cette notion de bien-être. Harcèlement moral, burn-out, et puis un nouveau mot qui rentre dans le vocabulaire, le bore-out. Commençons par le harcèlement moral. Est-ce que le Covid, est-ce que cette crise a eu des incidences sur cette notion de harcèlement? Est-ce parce qu'on a beaucoup télétravaillé, donc c'est un peu compliqué? Alors effectivement, dans un contexte particulier où les salariés étaient déjà stressés du fait de la crise sanitaire, il y a eu
quelques cas de harcèlement du fait particulièrement du télétravail. Eh oui. Parce que, en fait, les salariés se sont retrouvés chez eux dans un environnement où ils n'avaient pas forcément d'ordinateur, de pièces isolées avec les enfants, leur On se mari. retrouve sur son lit avec les enfants. À devoir travailler, pour ceux qui n'étaient pas en activité partielle, comme d'habitude, voire même pour beaucoup plus que d'habitude, puisque les études montrent que quand on est en télétravail, finalement, on a tendance à plus travailler, puisqu'on travaille sur des horaires qui sont décalés, le soir, le matin, entre midi et 2. Et puis, certains salariés ont pu regretter, d'une part, un management qui n'a pas toujours été tolérant, avec des demandes d'efficacité qui étaient les mêmes que d'habitude, alors que le contexte était changé, et puis surtout, qui ont pu remettre en cause leur droit à la déconnexion, parce que quand on envoie des mails le week-end, le soir... C'est une loi, hein, on a le droit. Exactement, c'est un droit, et donc ça peut constituer un agissement répétitif qui peut être créateur de harcèlement moral. Justement, d'un mot, parce qu'il faut qu'on parle évidemment du burn-out, qui est un autre sujet sensible. Juridiquement, on peut le qualifier, ce harcèlement moral, parce qu'un collaborateur ou un manager vous demande d'en faire plus? Comment on fait là? C'est compliqué de le qualifier. Exactement, puisque ça relève du ressenti. Bah oui. Et chacun est différent. Cela dit, le législateur a vraiment fixé 3 critères cumulatifs. C'est dans le Code du travail. Donc, dans chaque situation, il faut vraiment faire l'exégèse des faits qui vous sont soumis et voir s'il y a 3 critères cumulatifs. Des agissements répétés, donc pas un fait isolé, pas un mail un dimanche soir, qui ont pour objet ou pour effet de dégrader vos conditions de travail. Objet ou effet, ça veut dire que même si vous n'avez pas l'intention de nuire aux salariés, ça peut être un harcèlement. Absolument. Et qui sont susceptibles de porter atteinte alors à la santé physique, mentale, à vos droits, à votre dignité ou à votre ascension professionnelle. Donc dans chaque cas, vraiment, il y a cette exégèse des 3 critères qui doit être effectuée pour voir si on est juste dans une situation de conflit, on peut être en conflit au travail, ou dans un harcèlement moral. Ce qui est très différent. Tournons-nous vers le burn-out. Je dirais que c'est presque la conséquence des conditions de travail des collaborateurs qui, sur leur lit, dans des conditions précaires. Le burn-out, là aussi, il a explosé, ce burn-out, cette fatigue, cette lassitude. Le burn-out, donc c'est l'épuisement, c'est l'anglicisme qui réfère à l'épuisement au travail, le stress, la fatigue intense. On le retrouve généralement dans les cas où on est plutôt au travail surchargé. Mais là, effectivement, il y a pu avoir un sentiment de surcharge qui a été exacerbé par le fait de télétravailler. Ouais, pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure. Alors là, c'est un nouveau mot, parce que ceux qui s'intéressent à ce sujet, c'est le bore-out. Alors c'est un anglicisme aussi, c'est l'ennui au travail. Là aussi, c'est très flou. Est-ce que le Covid a provoqué une forme, je dirais, d'ennui profond ? Alors effectivement, c'est compliqué ça. Dans les prétoires, le burn-out s'est développé, ensuite le bore-out, l'ennui au travail, et maintenant on a la petite sœur, c'est le brown-out. C'est en fait quand on a une sorte de baisse de tension, quand on ne trouve plus de plaisir au travail et on a une sorte de démission perte de mentale. Sens, voilà, perte de sens au travail. Et là, le bore-out, donc l'ennui, effectivement, certains salariés dans le cadre du Covid ont pu le ressentir si dans les faits ils n'avaient plus de travail à effectuer. Mais là, il y a vraiment un contexte extérieur qui permettra à l'employeur de justifier de potentielles diminutions des tâches. En revanche, il y a eu dans le contexte du Covid un nouvel arrêt de la Cour d'appel de Paris. Il est important. Voilà, qui est arrivé le 2 juin, donc il y a pu avoir sur le timing des petits quiproquos. En réalité, c'est un arrêt qui date avec des faits qui datent bien avant le Covid. Hasard du calendrier. Voilà, hasard du calendrier. Et en réalité, là, c'est la reconnaissance, encore une fois, que des agissements répétés, là, non pas de surcharge de travail, mais de retrait de tâches, voire de mise à l'écart, de mise au rebut, voilà, mise au placard, mise au rebut, peut constituer un harcèlement moral. Terrible. Et ça a été reconnu. Mise au rebut, c'est terrible, parce que c'est un mot terrible pour un collaborateur. Et là, l'avocat avait effectivement plaidé le terme bore-out, qui n'est pas repris par la Cour d'appel, mais qui, en fait, dans les faits, correspond à une description d'ennui au travail, de manque d'activité. Donc, il n'est pas encore rentré dans le texte de loi, l'expression en elle-même. Voilà, la Cour d'appel ne le reprend pas. En revanche, c'est plaidé comme tel. Mais est-ce que vous, pour terminer, vous voyez à travers cette crise du Covid des risques importants psychosociaux, puisqu'on l'a vu sur ce plateau, des psychologues nous disaient, on a des collaborateurs qui sont abîmés. La vraie difficulté pour vous, c'est d'avoir les éléments de droit pour le justifier. Vous avez les outils ? Eh bien, ce qu'il faut, effectivement, les directeurs des ressources humaines sont assez perdus, les chefs d'entreprise aussi, puisqu'ils engagent leur responsabilité civile en cas de harcèlement moral. Et ils ont l'obligation surtout de prévenir ce harcèlement. Ce qu'on remarque, c'est que certains salariés peuvent se sentir isolés. Donc, il faut vraiment appliquer les mêmes règles à tous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser l'ensemble des salariés en télétravail et demander à un, sans raison particulière, de revenir. À l'inverse, on ne peut pas demander à tout le monde de revenir, puis un salarié, non, toi, en fait, une petite blague, t'es mieux chez toi, reste-y.
Qui donnerait Voilà. le sentiment qu'il est en bore-out ou qu'on l'isole. Exactement, qui lui pourrait plaider cette fameuse qu'on le mise à l'écart. placarise. Voilà, et ce serait vrai. Donc il faut faire attention à ne pas isoler, stigmatiser, ostraciser un salarié dans le cadre du retour au bureau que tout le monde met en place dans une situation Donc vous d'urgence. mettez en alerte les chefs d'entreprise et les DRH, n'utilisez pas le télétravail pour mettre au placard un collaborateur. C'est non. ça le danger. Effectivement, là, ça pourra être retenu comme un agissement qui pourrait être constitutif de harcèlement moral. Et puis un dernier mot, Lise, parce que vous êtes une avocate, on a envie de savoir, c'est une question simple, on va pérenniser ce télétravail, on l'entend, les collaborateurs le veulent. Est-ce que les règles en droit du travail s'appliquent aussi lorsqu'on est en télétravail? En un mot, est-ce qu'on a des horaires de travail? Est-ce qu'on peut être sanctionné si on n'est pas à son poste de travail? Comment ça va marcher? Alors évidemment, ça va certainement évoluer puisque là, on est passé d'une pratique marginale à une pratique généralisée. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il faut toujours assurer à son salarié son droit à la déconnexion. C'est à l'employeur qu'il revient de contrôler la durée du travail, donc mettre en place un outil peut-être via l'outil informatique pour contrôler le travail. Et puis évidemment, ne pas abuser des emails, SMS le soir, le week-end, et éviter, dans le cadre de la prévention du harcèlement moral, ces injonctions contradictoires ou ce passif agressif où l'on dit quelque chose au téléphone, l'inverse par mail, et où ça peut créer une situation de travail d'une personne isolée chez elle, qui même si le télétravail est plébiscité, peut se sentir dans un mal-être. Donc accentué par l'isolement, ça c'est une donnée quand même qui est très importante. Ça Donc, veut dire que le droit va évoluer de toute évidence. Oui. Il faut faire évoluer le droit. Il y aura là le débat des mouchards sur les ordinateurs pour les fameuses conversations en ligne, voici on est en vert, en rouge. Ça c'est le grand débat actuel. Certains veulent le mettre en place parce qu'ils se disent il faut que je sois sûr que mon salarié travaille. Et puis en même temps, on va quand même plus vers un résultat dans le travail que dans le présentéisme, encore plus en télétravail. Donc c'est une révolution qui se prépare. Merci Lise, vous reviendrez la semaine prochaine, j'en suis sûr, nous éclairer sur d'autres sujets de droit. Lise Leborgne, vous êtes avocate et spécialiste en droit du travail. Merci. D'avoir fait un détour sur le plateau de Smart Job. Tout de suite, Working Progress, vous connaissez notre rendez-vous, justement des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des startups qui innovent. C'est tout de suite. Working Progress, tous les jours à la rencontre de chefs d'entreprise, de start-up qui innovent, qui inventent, avec Jérémy Cléda, bien sûr, inséparable. Welcome to the jungle, vous en êtes le cofondateur. Et vous nous présentez aujourd'hui, non pas une entreprise, mais je dirais un think tank qui pense, j'allais dire presque, pour les entreprises. Exactement. On a avec nous Alexandre Jost. Bonjour Alexandre. Bonjour Jérémy. Vous avez fondé la Fabrique Spinoza. Vous le définissez ainsi, vous êtes un think tank politique qui vise à replacer le bonheur au cœur de la société, le think tank du bonheur citoyen. On a pas mal parlé, en fait, nous, se pose souvent la question de l'intelligence émotionnelle, la place des émotions et du bonheur en entreprise. Vous, ça vous paraît évident. Alors, comment vous arrivez à convaincre les gens que ce sujet, il a une importance capitale ? Je pense que déjà, on est dans une période particulière. Les gens sont encore anxieux post-crise sanitaire. On a besoin de prendre soin d'eux. Un deuxième argument, c'est de dire qu'on passe tellement de temps au travail. Si on peut être joyeux, c'est-à-dire apprendre à réguler ses émotions et passer un moment qui contribue positivement à notre vie, c'est utile. Si on rajoute que lorsqu'on régule ses émotions, lorsqu'on est intelligent émotionnellement, on est plus performant, ça commence à convaincre. Et puis après, les arguments peut-être les plus forts, c'est d'aller chercher dans les neurosciences et se rappeler que le cerveau limbique, le cerveau de régulation des émotions, est l'un des cerveaux les plus... beaucoup plus rapide que notre cerveau rationnel. Je vais prendre un exemple. Lorsque Oliver Sacks, dans son livre « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau », rapporte une expérience où, en mettant une électrode dans le cerveau de la personne, c'est pas ce que je recommande. Ne le faites pas à la maison. Ne le faites pas à la maison. En stimulant une certaine zone du cerveau, on induit chez une personne des pleurs, puis ensuite des pensées tristes. On réalise que parfois l'émotion précède l'idée. Et donc notre capacité à nous comprendre nous-mêmes émotionnellement est une manière de devenir plus intelligent. Et donc derrière aussi de mieux travailler. Et je terminerai par un argument qui est très fort humainement, c'est que pour tous les managers qui regardent, la contagion émotionnelle est beaucoup plus forte quand elle est d'un supérieur hiérarchique à un subordonné. Alors la contagion... Et pourquoi d'ailleurs dans ce sens-là comment vous l'expliquez ? Alors, c'est Daniel Goleman, le chercheur qui parle
de neurones miroirs. Il dit qu'en fait, les neurones miroirs sont une manière de créer un Wi-Fi émotionnel d'un individu à l'autre. Donc, on a un lien très fort, c'est l'empathie qui permet gestuelle, émotionnelle et intellectuelle. Et alors, pourquoi dans ce sens-là en particulier ? Je pense que c'est parce que la France est l'un des pays où, d'après le sociologue Douglas Hofstede, il y a le plus grand indice de distance hiérarchique, c'est-à-dire où l'incarnation de l'autorité est la plus forte vis-à-vis des subordonnés. Mais excusez-moi, vous parlez, vous, de bonheur. Vous utilisez le mot bonheur, c'était pas un mot neutre. On a beaucoup d'invités qui nous parlent de bien-être au travail, de confort. Vous parlez de bonheur à dessein. Pourquoi utiliser le mot bonheur ? Parce que c'est une donnée très subtile, le bonheur. Le bonheur ne fait que passer, il est très éphémère, le bonheur. Qui peut le plus, peut le moins. Je pense qu'il faut que les mots soient des passerelles et pas des murs. Donc le mot m'importe moins que ce qu'il porte en lui. Et par bonheur, on entend, et pour le ramener rapporter au monde de l'entreprise, pour nous, c'est d'abord le bonheur émotionnel, justement, c'est-à-dire la capacité à ressentir plus d'émotions positives, enthousiasme, joie, etc., que stress, anxiété, colère. Mais c'est aussi le bonheur qu'on appelle évaluatif pour les chercheurs, c'est-à-dire le sens de la réussite. Et enfin, c'est le bonheur aspirationnel, trouver du sens, appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Je pense que Welcome to the Jungle, ça vous parle, Jérémy. Et c'est ces trois facettes-là qui, pour nous, constituent le bonheur. Et elles peuvent également être un guide pour le travail. En favorisant chacune de ces facettes du bonheur, on est par là même en train de développer son organisation, en faisant en sorte qu'il y ait des relations positives, qu'il y ait du succès. En verbalisant et qu'il y ait une raison aussi, d'être. Alexandre, en verbalisant, hier on a un invité qui disait, mais sur ce plateau, dans notre débat, il disait, mais j'ai besoin de dire à mes collaborateurs, est-ce que vous êtes bien, est-ce que vous êtes heureux ? Alors moi, je voyais, je suis plutôt vous êtes souriant, ouais. Mais ce matin, j'étais pas du tout content et je l'ai exprimé à ma collègue Safia. Ça m'a fait du bien. Et pour ancrer ça dans des pratiques d'entreprise, on parle parfois de minutes météo. Alors ça va paraître à ceux qui nous regardent un instant très anecdotique. En fait, non. Je m'explique. Sur une réunion d'1h30, il y a trop de réunions de toute façon et beaucoup trop de visio en ce moment. Des organisations comme Pimki par exemple, ou à Raymond, décide à Grenoble de consacrer 10 minutes à partager comment on va, donner sa météo intérieure. Moi aujourd'hui je suis plutôt soleil parce que j'ai une bonne après-midi à venir avec mes collègues. Ou pas. Quel intérêt de faire ça ? C'est génial. Quel intérêt ? Ouais. L'intérêt c'est que parce qu'on s'exprime, on exprime nos émotions. On les sort. Il y a une catharsis, mais surtout, on recrée de la fluidité, de l'intelligence émotionnelle entre nous. Et ensuite, quand Jérémy va me dire à un moment, mais qu'est-ce que c'est que ce projet pourri ? Il ne le dira pas comme ça. Je Jérémy. saurais que c'est parce que son enfant a mal dormi, qu'il y a eu des problèmes de transport. Et ça adoucit le retour, la réponse. Et surtout, je comprends, moi, qu'il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de du l'émotion contexte. de l'autre. Et donc, cette capacité à tisser des liens émotionnels, apaisés, si on peut, à exprimer, elle est fondamentale dans On l'organisation. travaille mieux ensuite. Mais alors justement, les entreprises dont vous parlez, j'imagine que vous avez travaillé avec eux pour mettre en place ça. Ils n'ont pas dit peut-être qu'au début, ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ce projet ? Mais qu'est-ce que c'est c'est vrai. Comment on les convainc de s'intéresser à ça dans des contextes en plus où économiquement c'est pas facile ? Vous disiez tout à l'heure que une personne qui est plus à l'aise avec ses émotions, qui arrive à les partager, elle est plus performante. Est-ce que c'est un levier de conviction pour les dirigeants ? On pourrait faire une émission entière ou trois sur le sujet. J'en suis absolument convaincu. On a la chance aujourd'hui d'avoir un paradigme, en tout cas on porte ce message à la Fabrique Spinoza, qui réconcilie la performance économique et les enjeux humains, voire écologiques. Toutes les faisceaux scientifiques convergent pour dire qu'il y a un lien entre épanouissement et performance, la neuroscience et la psychologie positive. Et pour aller droit au but, de deux manières. Les biologistes définissent le bonheur comme un état de fonctionnement optimal de l'individu, donc émotionnellement, cognitivement, créativement. Voilà, on travaille mieux quand on se sent bien. Et deuxièmement, argument qui touche le portefeuille, il y a un fonds d'investissement pas très loin d'ici qui s'appelle Sycomore, qui a créé un portefeuille d'actions qu'ils ont appelé Happy at Work, qui sélectionne des entreprises du mid-cap sur seul critère de l'épanouissement. Donc après des études, après des enquêtes internes. Exactement. C'est ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qui est quand même une organisation dont l'objectif est de donner des rendements financiers à ses clients qui choisissent ça comme critère unique ou principal.
Et deuxièmement, qu'après 18 mois depuis la création de ce fonds, eh bien, il y a une surperformance boursière de 15% en comparaison d'un indice de référence qui est l'Eurostoxx 200. Investissez dans le bonheur. C'est ça. C'est ça. Ouais. Exactement. Alors après... Et d'ailleurs, ce bonheur, parce que je crois qu'en ce moment, la Fabrique Spinoza, vous réfléchissez beaucoup au sujet d'écologie. Oui. Et ce que vous dites, en fait, d'une certaine manière, c'est qu'il y a le bonheur qui est lié à nous, c'est notre estime de nous-mêmes, notre bien-être, mais aussi, en fait, il peut se reporter sur le bien-être d'autres personnes, de la planète. Comment on peut lier tout ça? L'entreprise, elle doit avoir aussi un rôle sur ces sujets. Moi, j'en suis persuadé. Je pense que l'un des paradigmes fondamentaux à examiner en ce moment ou auquel se raccrocher, c'est la notion d'interdépendance. C'est tout d'un coup comprendre à la faveur de la crise que je suis interdépendant émotionnellement de vous deux, que en tant qu'organisation, je suis interdépendant de l'État qui a permis de payer via le chômage partiel les salaires, alors que je pensais potentiellement moi-même ou vous, Jérémy, être un entrepreneur qui mène sa barque et pour qui tire les rênes. On est reliés, oui. Exactement. Et enfin, que derrière chaque produit, à moins d'être exclusivement dans le service, en fait, la planète se cache et nous apporte les matières premières, nous apporte un câble, nous apporte de l'oxygène, nous apporte de l'énergie. Alors pour rejoindre le sujet de l'écologie et le sujet de l'entreprise et de son bon fonctionnement, il y a une étude intéressante qui s'appelle People and Profits, qui rappelle que la contrainte écologique peut susciter l'innovation sous la forme d'un mur auquel on fait face, mais plus inspirant, je pense qu'on peut retoucher les bienfaits de la nature dans l'organisation. Et je prends un exemple très rapide. Il y a la biophilie. La biophilie, c'est un nouveau corpus de connaissances qui rassemble des neurosciences, de la biologie, de la psychologie, de la sociologie des organisations, qui étudie exclusivement les bienfaits de la nature, du vivant, pour l'organisation et pour l'homme. Et je pense que c'est là, retoucher du doigt, oublier cette amnésie environnementale, mettre fin à cette extinction de l'expérience du vivant, de nous, en tant que citoyens et en tant que manager ou en tant qu'organisation, qui rendra les organisations plus écologique et plus heureuse. Je vous écouterai encore avec Jérémy une demi-heure. Vous reviendrez sur ce plateau. Parce avec que grand plaisir. Absolument passionnant, déroutant ce que vous nous décrivez. La fondation, le think tank, la Fabrique Spinoza, think tank politique. Merci d'être venu sur le plateau. Multipartisan, c'est important. Alexandre Josse, merci d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec moi, Jérémy, évidemment. Place à notre prochaine rubrique Travailler demain à la rencontre d'une start-up. Travailler demain, vous connaissez notre rubrique à la rencontre, Jérémy, de start-up. Alors, qui allez-vous nous présenter aujourd'hui ? On parlait d'émotions juste avant. Oui, et de bonheur aussi. Et de bonheur, mais une des questions, c'est comment reconnaître les émotions chez autrui, comment savoir ce qui se passe chez les autres. Oui. Et donc, on va parler en partie, mais pas que de ça, avec Xavier Fischer. Bonjour. Bonjour Xavier, vous avez fondé Datacalab en 2017 sur un sujet très spécifique et très complexe. Vous développez des algorithmes pour analyser l'image par ordinateur et pour monitorer notamment les flux de personnes et aussi mieux comprendre peut-être les émotions. Vous traitez plein de sujets différents et notamment, peut-être pour être plus concret, un sujet particulier en ce moment qui est par exemple d'aider les entreprises à détecter si les gens portent des masques ou pas pendant la période de Covid. C'est l'actualité. Voilà. Comment concrètement on fait ça et qu'est-ce que ça implique ? Donc en fait, pour répondre à toutes vos questions une par une, Datacalab, on est une entreprise qui a été créée il y a 3 ans dans le but effectivement de développer des algorithmes d'analyse d'images pour pouvoir automatiser ce qu'on pourrait faire avec nos yeux, tout en respectant toutes les valeurs sociétales qu'on peut avoir en Europe. Moi, pour ma part, avant de cofonder Datacalab, je travaillais à Palo Alto aux États-Unis dans une start-up qui s'appelait Emotion. Il y a une base d'émotions. Et en fait, on s'est fait racheter par Apple en 2016 pour faire Face ID, donc tout ce qui est authentification dans le nouveau téléphone. Et donc, Datacalab, en 2017, on a créé ça en France à Troyes, avec un laboratoire de recherche et 2 chercheurs qui ont rejoint l'équipe, donc qui s'appellent Kevin Baillet et Arnaud Daponi, qui travaillent sur la détection des expressions faciales. Donc, on a commencé par réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et on a attaqué le marché de la publicité pour se dire, une publicité en 30 secondes, est-ce qu'il y a plus d'attention à la 12e seconde qu'à la 20e ? Est-ce qu'elle a de l'impact, quoi ? Exactement.
Donc on a Et là, vous le voyez sur le mouvement de l'œil, du cil, de capteurs. On détecte effectivement des expressions, mais déjà, la grande chose qu'on est capable de faire, c'est de voir est-ce que la personne regarde le média ou non. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'écrans partout. Et donc, sur 100 personnes qui commencent le média à seconde 0, combien il y en a qui regardent à la 20e seconde, quoi. Et je ne vais pas donner de chiffres aujourd'hui, mais bon, pas tout le monde regarde, quoi. Donc on a été capable d'automatiser. Et pour bien préciser, hein, c'est votre sujet, je crois que c'est un peu aussi votre cheval de bataille en ce moment, c'est pas tant de la reconnaissance faciale que justement une aide statistique pour aider à mieux comprendre l'impact de certaines actions. Exactement. En fait, je vais vous donner un exemple pour bien banaliser la technologie. Si vous me donnez 1000 images de chats, je vais être capable de détecter un chat avec un algorithme, donc un process informatique qui va pouvoir automatiser ça. Si vous me donnez 1000 images de visage, je vais être capable de détecter un visage. 1000 images de sourire, je vais être capable de détecter un sourire. 1000 images de Xavier, je vais être capable de détecter Xavier. Et c'est là où on est très fort en Chine. Les Chinois sont capables de détecter, de suivre les gens, etc. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. Notre but, justement, c'est de créer une alternative technologique, parce que tout le sujet, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie. Je vais vous donner des exemples juste après de l'utilisation et de ce que ça peut permettre de faire. Il faut avoir peur et contrôler l'usage que l'homme en fait. Ouais. Et donc tout notre sujet, c'est de se dire, on a des règles. Donc en France, c'est le RGPD, donc le Règlement général sur les données personnelles. On les respecte, bien entendu. Règle européenne. Oui, c'est le même qui s'applique au niveau de l'Europe. Et tout le sujet, c'est qu'une fois qu'on a respecté ces règles-là, comment on fait pour garantir réellement une éthique profonde sur tout ça? Et donc, en fait, nous, le sujet est assez simple. On ne stocke aucune image. Si vous passez devant une de nos caméras et que vous repassez 5 secondes après, on ne sait pas que vous êtes la même personne. Notre but, c'est pas de savoir qui est qui, c'est simplement de savoir combien de personnes sont passées à un endroit, et donc dans le cas présent, combien de personnes portent un masque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y avait beaucoup de sujets d'actualité sur le port du masque, entre autres au début du confinement. Comment approvisionner et avoir beaucoup de masques? Une fois qu'on a un stock donné de masques, la deuxième question qui se pose, c'est comment on les utilise, comment on les déploie sur le réseau national. Et je vais vous donner des chiffres. Par exemple, dans certaines villes du Sud, le port du masque était beaucoup plus élevé qu'à Paris. Et donc, en fait, comment gérer un stock donné quand on est un groupe, donc ça peut être des centres commerciaux, quand on est un acteur des transports, comment gérer pour qu'en fait, on ait tous le même objectif, c'est que chacun ait son masque. Et donc, en fait, tout notre sujet aujourd'hui, c'est d'expliquer que la technologie qui peut être utilisée à plein de fins différentes, mais il faut qu'on apprenne aussi à contrôler son usage et pas la technologie même, parce que la technologie, en quelque sorte, elle est artificielle. Et nous, on parle beaucoup de travail, d'emploi, donc forcément, on a cette question. Les usages que vous avez, c'est plutôt des usages grand public. Est-ce qu'un jour, aussi, cette technologie pourrait servir dans le cadre de l'entreprise, sur le lieu de travail, pour aider, je ne sais pas, par exemple, les boîtes à mieux accompagner, mieux comprendre leurs équipes? La technologie, sûrement pas. Moi, j'aime beaucoup parler d'usage, dans le sens où, par exemple, nous, on a décidé de ne pas aller sur le secteur des entretiens d'embauche. Pourquoi? Parce que ça concerne la vie d'un individu. Et c'est trop contraignant à notre sens. Et donc, on s'est dit, n'allons pas là-dessus, parce que regardez comment la personne agit, etc., ça enlève tout un pan de la société qu'on n'a pas du tout envie de développer, qui en même temps n'apporterait pas grand-chose à l'édifice. C'est une ligne de crête, Xavier, c'est ne pas être surveillé tout en apportant de l'information sans data, parce que c'est le combat, sans stocker le data, quoi. Exactement, et le fond du problème aujourd'hui, c'est que vous devez me faire confiance, parce que je vous raconte, on est gentil, on est 15, on a créé notre entreprise, mais on est jugé parti. Et nous, on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on commence à avoir ce débat sociétal pour comprendre jusqu'où on veut aller avec l'usage de la techno. Passionnant, Xavier Fischer, ce que vous racontez. Il y a un vrai débat aussi, je dirais, politique presque autour de ces questions. Et vous êtes en plein dedans. CEO de Datacalab. Merci d'être venu. Merci, Jérémy, d'avoir partagé ce moment passionnant aujourd'hui à travers le bonheur et la neuroscience. C'est la fin de notre rubrique. On fait une courte pause. Et puis on se retrouve juste après pour notre cercle RH. Vous savez, c'est notre débat. On va parler de L'Oréal et de la crise Covid. Dans notre cercle RH, je vous présente mes invités dans quelques instants. Elles sont deux représentantes du groupe L'Oréal. Alors tout le monde connaît le groupe L'Oréal, évidemment, groupe français, leader mondial de la cosmétique. C'est intéressant de s'intéresser à un si grand groupe pour savoir justement comment il a traversé cette crise Covid, comment il s'est réorganisé. C'est un sujet important. Et puis on s'intéressera à la manière aussi où ce groupe va se projeter après cette crise. Avec moi sur ce plateau, Nathalie Ross, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de la division L'Oréal Produits Professionnels. C'est des shampoings, mais pas seulement. En fait, c'est tout l'accompagnement des coiffeurs dans le monde, à la fois par la fourniture de produits techniques comme la coloration ou les shampoings, aussi la revente de produits professionnels avec des marques comme L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, etc. Et puis c'est aussi tout l'accompagnement de ces coiffeurs par la formation.
On va y tout au revenir. long de l'année. Ouais, c'est important. On essaiera de savoir d'ailleurs si pendant le Covid, les consommateurs français et européens et mondiaux ont réussi à s'approvisionner. Et avec nous sur ce plateau, Gaëlle Legault. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes directrice des opérations de la division L'Oréal Produits Professionnels. J'ai envie de vous poser une question simple avant de parler de l'activité L'Oréal. Comment vous avez vécu, vous, ce Covid? Comment ça s'est passé le jour où on nous a dit on confine? Ça a dû être un choc terrible, Nathalie Ross. Enfin, je vous ai dit, mais comment on fait? En réalité, c'est intéressant parce que dans Vous notre vous êtes équipe, parlé? on s'est parlé, je dirais même avec un petit peu d'anticipation, puisque le vendredi 13, suite aux premières annonces d'Emmanuel Macron, il se trouve que j'étais dans mon école, puisqu'on a créé une école l'année dernière qui s'appelle Réal Campus par L'Oréal, la première école qui forme un bachelor coiffure et entrepreneuriat, c'est-à-dire un niveau Bac+3. Ça fait partie de nos initiatives justement pour valoriser, accompagner la profession. Donc j'étais ce jour-là à l'école, dans le 14e, pour la fermer, puisque les écoles fermaient. Et oui. Et l'après-midi, on était déjà en team, c'est-à-dire en vidéo, avec le comité de direction de la division, pour décider de ce qu'on allait faire vis-à-vis de nos collaborateurs. Et on s'était dit qu'on allait encourager tout le monde à rester chez soi, avant même que l'incitation au télétravail soit donnée par le gouvernement. Les collaborateurs dans votre division, c'est 11 457, c'est le chiffre qui m'a été donné, donc c'est gigantesque. Donc là, Gaëlle, vous vous retrouvez en situation de commencer à réorganiser et à prendre... Là, c'est très nouveau, ça vous tombe sur la tête. Absolument, mais en même temps, on est un groupe mondial. Donc la crise, elle avait commencé en Chine. On avait déjà l'expérience de ce qui se passait en Chine. On avait déjà appris comment on pouvait se réorganiser avec l'expérience chinoise. Et finalement, on était quand même un petit peu préparés. Donc c'est vrai qu'on a eu ce choc. Et puis en Europe, c'est arrivé par l'Italie, puis par l'Espagne et ensuite la France. Donc ça tombe comme des dominos, en fait. Exactement. Ben oui. C'est quand même arrivé assez progressivement. Et nous avions beaucoup appris. On est très connectés avec le monde entier. On avait déjà beaucoup appris de ce qui se passait en Chine. Et en Chine, ça veut dire que là aussi, vous avez demandé à vos collaborateurs de rester chez eux, de plus travailler, de travailler à distance. Comment pour la Chine, puisqu'on va parler de la France rapidement. Oui, là, on n'est plus du tout dans le même timing, puisque ça, c'est arrivé en janvier. Exact. Et après, l'organisation de L'Oréal, c'est que chaque pays, en fait, décide des mesures à prendre en fonction de la réalité de son pays. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui n'est pas géré par nous centralement, mais qui a été géré pays par pays, en fonction justement de la réalité de la crise au moment où elle est survenue. Parce que L'Oréal est un mastodonte, évidemment, donc évidemment tout ça s'est réorganisé. Après, sur nos collaborateurs, il y a un peu deux types de populations. Ceux dont l'activité permet le travail à distance, le télétravail, et ça, on l'a organisé rapidement. Et puis, dans nos usines, dans nos centrales de distribution, il faut produire, il faut être là. Donc là, ce que nous avons fait très rapidement, c'est mettre en place des mesures sanitaires extrêmement strictes pour garantir la sécurité et la santé de nos collaborateurs, qui a été, dès le début et pendant toute cette crise, notre priorité. Donc, mettre en place des protocoles pour permettre la production dans des conditions optimales. Absolument. Le respect des gestes barrières, donc ça a nécessité, dans certains cas, de réaménager les postes de travail, de réaménager les horaires de travail pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps sur nos sites. On a mis en place des gels hydroalcooliques partout. On a mis en place la désinfection de tous les lieux de passage chaque jour. Donc on a vraiment très strictement mis en place des mesures et des protocoles pour que nos collaborateurs travaillent en toute sécurité. Vous qui avez la main sur la planète, sur le monde, vos régions, ce ne sont pas la région centre ou l'Île-de-France, c'est la région monde sans se déplacer. On ne bouge plus, vous ne bougiez plus. On ne bouge plus. Donc tout ça en visio, au téléphone, avec des réunions qui se font à distance. Donc ce qui complique évidemment les choses. Ça dépend de quoi on se parle. Ce que Gaëlle disait, c'est la différence entre là où se crée la valeur ajoutée dans le travail. C'est-à-dire Gaëlle s'occupe des opérations, c'est-à-dire l'ensemble des usines et des plateformes logistiques du monde. Donc là, pour le coup, effectivement, les gens sont bien dans l'usine et tous les protocoles dont Gaëlle parle, c'était dans les usines. Ensuite, il y a toute l'animation, effectivement, de nos équipes. Et là, je crois que ça a été déterminant pour nous d'être hyper connectés. Mais c'est pas, je dirais, la seule chose qui a été importante. Ça a été surtout d'avoir une attitude entrepreneuriale, responsable, de prendre des décisions très rapides et de pouvoir véritablement les implémenter en urgence. Parce que cette crise, elle ne permettait pas d'attendre. Si vous voulez, par rapport à toutes les crises qu'il y a eu dans le passé, on n'a jamais vécu ça. C'est-à-dire que non seulement il y avait un danger pour la santé, bien sûr. Absolument, mais en plus, dans un business comme le nôtre, 7 millions de salons de coiffure qui ferment tous J'allais y venir. les uns après les autres, c'est quand même une situation qu'on n'avait jamais vue. Donc, vous êtes le partenaire des coiffeurs depuis plus d'un siècle.
Là, vous avez la gestion de la division, on vient de l'entendre, puis ensuite, il y a vos clients qui ferment. Et là, vous prenez une décision, c'est de les accompagner eux aussi pour qu'ils puissent enclencher, lorsqu'ils vont pouvoir réouvrir, un protocole strict, parce qu'on le voit aujourd'hui quand on va dans un salon, ça n'a pas bougé, c'est bien le seul endroit d'ailleurs, les salons de coiffure, où on porte le masque, où on a des distances, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça s'est un petit peu relâché. Comment ça s'organise ça avec ces coiffeurs ? En fait, vous avez sans doute remarqué, mais L'Oréal a été exemplaire pendant toute la crise, avec en priorité la santé de notre collaborateur, mais aussi l'encouragement à la santé de tous. Et par exemple, nous avons encouragé justement tous nos coiffeurs à travers les réseaux sociaux à respecter les consignes de leur gouvernement pour justement éviter la propagation de l'épidémie. On ne parle pas que des Français, parce que c'est vrai qu'on a un tropisme français. Vous voilà, parlez à tous les coiffeurs du monde. Ça a été vraiment très important de le faire pour tous. Ouais. Et vous savez aussi, vous parlez de la différence entre les grands groupes et les plus petits, mais disons que nous avons justement aujourd'hui même, à l'occasion de l'Assemblée générale, déclaré officiellement la raison d'être de L'Oréal, qui est celle de créer la beauté qui fait bouger le monde. Et cette crise était, je pense, une illustration de notre volonté d'apporter une vraie valeur ajoutée, bien sûr, pour les consommateurs, en leur apportant des produits innovants qui garantissent leur santé, la sécurité, bien sûr, important. Mais aussi pour tous les gens de notre écosystème, et en particulier nos clients. Et c'est vrai que la première chose qu'on a faite dans les premiers jours qui ont suivi le confinement en Italie et donc en Espagne et en France, nous avons déclaré dès la première semaine le gel des paiements de tous les coiffeurs indépendants du monde. Très important. Pour des leur commandes dire, qui avaient été passées. Exactement. Ne vous inquiétez pas, vous nous paierez quand vous reprendrez. Et pour l'instant, pensez à votre santé, protégez-vous. Ouais. Et vous ne nous devez pas d'argent jusqu'à la reprise. Un élément important, parce qu'il y avait aussi les loyers, évidemment, des commerces, plus, évidemment, l'ensemble des factures fournisseurs. Comment s'est passé ces coiffeurs ? Parce que, excusez-moi, je la pose un peu abruptement, il n'y a plus de salon de coiffure, donc plus personne ne va acheter, prendre un produit, un shampoing, conseillé d'ailleurs par le coiffeur la plupart du temps. Les consommateurs, je pense aux femmes. On se le dit, il y a eu pas mal d'articles dans la presse. Ces femmes qui voulaient quand même garder la couleur de leurs cheveux, elles ont réussi à s'approvisionner ? Il y a eu de la consommation sur ces produits ? Oui, alors effectivement, ça a été une question absolument cruciale. Les cheveux, on avait fait une enquête Harris justement début mai qui montrait que 67% des Français voulaient retourner chez le coiffeur dans la première semaine. C'est la première chose qu'ils voulaient faire. Le déconfinement. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, en attendant, comment ça s'est passé ? Le e-commerce a vraiment explosé d'une façon impressionnante sur toutes les catégories de produits de beauté. Et il va progresser, ce e-commerce. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a encouragé nos coiffeurs à être des véritables coachs pour leurs clientes à domicile. Parce qu'on ne peut pas laisser une femme qui a des racines... c'est un sujet. Donc c'était très important et ça a été un moyen, je dirais aussi pour les coiffeurs, de consolider la relation avec leurs clientes. Et après, on a préparé la reprise. Et là, je crois que Gaëlle peut vous en parler parce que nos usines ont été incroyables dans cette période. Elles ont permis cette reprise d'une façon accélérée. Gaëlle Legault, important de le dire, on parle du monde. L'entreprise qui fournit l'Europe, c'est Burgos. C'est en Espagne. Alors, notre usine principale. C'est l'usine de Burgos, effectivement, qui fait à peu près 40% de nos unités mondiales. Et effectivement, quand on a voulu aider les coiffeurs à réouvrir, en fait, ça a été un peu notre obsession. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir les aider à réouvrir ? Alors déjà, bien avant, je vous avais dû suivre qu'on a produit beaucoup de gel hydroalcoolique dans les usines de L'Oréal. Vous avez détourné vos chaînes de production. Exactement. On a très rapidement. Et le premier objectif, c'était de fournir des gels hydroalcooliques aux hôpitaux, aux EHPAD, à notre écosystème local. Donc on s'est très vite adapté en Espagne, puisque notre usine est en Espagne. Le lockdown est arrivé le 14 mars. Le 20, on a eu l'autorisation, la validation de notre formule de gel hydroalcoolique par les autorités espagnoles. Qui avait été un sujet. Et le 23... on démarre la production et on est capable de fournir des gels aux hôpitaux, aux EHPAD autour de nous. Très forte mobilisation des équipes, évidemment, très grande fierté. Comme pour le shampoing, vous avez vos flux de production, vous les sortez, vous les distribuez et vous vous adaptez en fait. Exactement. Et quand il s'agit de réouvrir les coiffeurs, on s'est dit,
fournissant aussi du gel hydroalcoolique à nos coiffeurs. Donc on a développé un format spécifique, un format de 400 ml avec une pompe pour que ce soit pratique pour nos coiffeurs. Et on a mis à disposition également très rapidement, parce qu'on a commencé la production, je pense que c'était le 17 avril, donc avant que les déconfinements commencent dans chacun des pays. Vous anticipez. Et on a été capable de fournir des gels hydroalcooliques à tous les coiffeurs qui l'ont demandé. Et ça a été évidemment important pour leur réouverture. Juste quelques mots, vous avez, j'imagine, repris la production, là. Vous êtes reparti en production normale. Tout à fait. Il n'y a plus de gel hydroalcoolique fabriqué sur vos chaînes. Vous êtes revenu à un étiage normal. Tout à fait. En fait, on a constamment adapté, on n'a jamais arrêté notre activité. En fait, les mesures sanitaires que nous avons mises en place dans nos usines et dans nos centrales nous ont permis de ne jamais arrêter l'activité, d'assurer la continuité. Et au fur et à mesure, on a ajusté la voilure pour s'adapter aux besoins de nos clients et pour, en plus, faire des gels hydroalcooliques à la fois pour nos hôpitaux et pour nos coiffeurs. Il y a eu beaucoup d'annonces de Jean-Paul Agon la semaine dernière, conférence de presse sur les objectifs développement durable, écologie. On va en dire un mot, mais j'ai de managers, de personnalités de cette entreprise connue mondialement. Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous, humainement, Nathalie Ross, de cette expérience ? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis... Moi, j'ai été très affectée d'un point de vue personnel, mais très heureuse de ce qui s'est passé d'un point de vue de notre équipe. Je pense qu'on avait la chance, quelque part, que cette crise arrive aujourd'hui et pas 2 ans plus tôt, parce qu'on avait entrepris, pour notre division, une transformation complète, parce que le digital avait complètement transformé ce métier. Et oui. Et ce qui fait que quand cette crise est arrivée, on était prêts. On était prêts, c'est-à-dire qu'on avait justement lancé une plateforme de e-learning au niveau mondial qui était dans 12 pays début mars et qui aujourd'hui est déployée dans 65 pays. On a formé accélération en ligne, ce Covid en fait. Accélération. Oui. On a formé en ligne pendant cette période 2 500 000 coiffeurs L'Oréal professionnels. Avant ça, ça nous prenait 2 ans pour former autant de coiffeurs. Et là, grâce à ça, on a vraiment accéléré. Bah oui. On a vraiment déployé un e-commerce qui bénéficie à tous. C'est-à-dire qu'avec des coiffeurs qui sont en ligne, un Sébastien Böhm en Allemagne sur la plus grande chaîne de parfumerie Douglas.de, qui vend en live à 17 000 consommatrices avec des conseils pour véritablement choisir le bon produit pour elles. Ouais, c'est la révolution Donc, numérique. Ça, ce sont des choses qu'on a apprises. Et je dirais qu'on a un état d'esprit chez L'Oréal d'être très entrepreneur, très décentralisé. Mais aussi, moi, je promeus ce que j'appelle le concept de la Great Place to Win, c'est-à-dire un endroit, vous connaissez la Great Place to Work, mais en fait, je l'appelle ça la Great Place to Win parce que j'ai démontré depuis plus de 15 ans de direction générale que c'est au moment où les collaborateurs se sentent émotionnellement connectés avec l'entreprise. On en parlait il y a 5 minutes sur le plateau précédent, l'émotion et la connexion. Exactement, l'émotion, la connexion émotionnelle avec l'entreprise, la possibilité de faire ce qu'on peut faire de mieux tous les jours, la possibilité d'agir comme si c'était sa propre entreprise, comme un entrepreneur, de prendre des décisions. L'appartenance. Le respect et le développement personnel, quand ça existe, c'est là que vous avez les meilleurs résultats. Et ça, vous l'avez trouvé. Et ça fait 15 ans que je prône ce concept, mais là, ça a prouvé toute sa force. Parce que dans cette période, dans un cadre extrêmement clair qui était notre mission d'accompagner la profession, d'accompagner les professionnels, eh bien, chacun a pu agir sans demander la permission, agir à son niveau. Parce agilité, souplesse. Agilité, souplesse, réactivité. Ça nous a permis d'être très rapide. Tout le monde a été vraiment engagé parce que tout le monde s'est senti justement important dans cette mission d'aider plus que jamais nos coiffeurs dans cette période. Et ça a été vraiment, je dois dire, d'un point de vue professionnel, extrêmement satisfaisant et un grand plaisir. Et personnel aussi, puisque vous en tirez tout à fait. Un grand plaisir personnel de voir en fait cette équipe aussi mobilisée, aussi active et puis heureuse parce que on le voyait même dans nos connexions. On a fait des réunions visio où on était 130 ou 150 en ligne. Ah oui. Où les gens participaient. 130 personnes réunies en même temps dans le... Oui, d'accord. On arrivait à échanger entre tous les coins du monde. On a appris des choses qui sont, je dirais, vraiment valables pour l'avenir aussi de notre entreprise. Oui, vous allez, j'imagine, en tirer des conclusions et des analyses. Comment vous l'avez vécu ? Parce qu'il y a la logistique, il y a l'usine. Elle a été à l'arrêt, d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, ou elle a toujours continué ? Jamais, elle a toujours continué. Oui, donc c'est en gardant les protocoles, les mesures de sécurité, l'usine continue à produire. C'était ça qui était clé pour que... C'est central. Pour que les équipes se sentent en sécurité quand ils venaient travailler. Sinon, ils ne seraient pas venus. Donc, on était quand même dans une situation où il y avait un risque. Et puis là aussi, si tu veux, au-delà de se sentir sécurisé, je veux dire, votre équipe, elle a été remarquable. C'est-à-dire que l'engagement... Il se dit des choses sur le plateau, équipes de l'usine... Non, mais c'est vrai, les équipes de Gaël
ont été totalement exemplaires. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'usines dans le monde où les collaborateurs sont venus travailler en confiance, mais aussi avec motivation. Exactement. Il y a une parce qu'ils différence, sentaient qu'ils contribuaient à quelque chose Il y a le d'important. télétravail et puis il y a ceux qui produisaient et eux, effectivement, étaient en première ligne. Tout On peut à dire fait. qu'ils étaient en Et ils première ont ligne. été extrêmement mobilisés, extrêmement volontaires, très agiles, très présents, avec beaucoup de fierté. On en ressort avec beaucoup de fierté. Et effectivement, parce qu'il y avait un but, parce que alors il y avait le but d'aider les écosystèmes autour de nous, et puis il y avait le but de servir nos clients, d'aider les coiffeurs à réouvrir, et donc ce sense of purpose, ce pourquoi, ce sens Raison d'être, a fait la mobilisation des équipes et la grande fierté des Et équipes. puis avec des résultats quand même. Oui, j'allais vous le dire, ça Parce marche très bien. Ce que les consommateurs avaient dit avant, ça s'est vraiment passé. C'est-à-dire, on a fait un autre sondage Harris après la reprise aux États-Unis, en Allemagne, en France. Oui, c'est une réussite, effectivement. 2 tiers des consommateurs sont retournés chez le coiffeur tout de suite, dès la première semaine. Oui, c'est vrai. 74% Femmes se et hommes, sont hein, je dit, vous confirme. femmes et hommes. Exact, encore plus d'hommes que de femmes. Oui, je confirme. 74% de ces clients se sont dit très satisfaits de leur visite chez le coiffeur, ce qui n'arrive jamais en temps normal, malgré tous les protocoles sécurité, ça, parce qu'ils ont senti ce retour à la connexion en fait émotionnelle entre son coiffeur et son client, c'est important. Et puis une sécurisation. Et puis une de l'espace. sécurisation totale, et puis une attention même encore plus importante. Avant de nous quitter, il y a évidemment chez L'Oréal des personnes qui sont en charge de cette question, mais vous êtes directement concernés, ce sont les annonces qui ont été faites. Une baisse de 78% des émissions de CO2, c'est ce qu'a annoncé Jean-Paul Agon, ça c'est ce que vous avez déjà fait. Puis il met la barre plus haut, puisque 95% en 2030 des produits L'Oréal seront d'origine naturelle. Donc ça veut dire source d'approvisionnement, ça veut dire réflexion dès maintenant sur... c'est ça le travail qu'il faut mener, parce que là je parle côté usine, et puis il y a la réflexion globale. Comment vous faites ? En fait, on avait pris ces engagements il y a très longtemps. Oui, c'est 2013. 2013, exactement. Oui, c'est important. Les améliorations qui ont été faites en fait, entre 2005 et 2019. Donc il y a eu vraiment tout un chemin parcouru. C'était un bilan et une projection. Ce qu'on a vu avec cette crise du Covid, c'est que toutes les tendances qui existaient avant se sont encore amplifiées. Et parmi celles-là, on voit la question, on parlait de l'émotion, le leadership qu'aujourd'hui doit avoir une entreprise, c'est un leadership positif, c'est un leadership qui est centré sur l'humain, qui est aspirationnel pour les collaborateurs. Ça, c'est une réalité sur laquelle on ne va pas revenir, c'est de plus en plus vrai. On a vu aussi que les gens, les talents pour venir dans une entreprise, ils ont besoin d'une liberté, ils ont besoin de façons de travailler différentes, ils ont besoin de se sentir responsables. Ça ne va pas changer. Et le troisième, c'est clairement le développement durable. Et oui. Et c'est pour ça exigence que des consommateurs a encore renforcé son engagement, puisque effectivement d'ici 2030, on veut avoir par exemple 100% de nos emballages qui seront soit éco-sourcés, soit du plastique recyclé. Donc tout ça, ça fait partie vraiment de la motivation. Et bien sûr, ça se passe au niveau de la production, quoi. C'est au cœur du système, c'est bien sûr nos usines. C'est un sujet important, sur lequel vous travaillez en ce moment même, parce que 2030, c'est demain. Exactement, et on n'y travaille pas que depuis aujourd'hui, on y travaille depuis 25 ans, j'ai envie de dire, dans nos usines. En amélioration de produits. Dans nos usines et nos centrales, avec, vous l'avez dit, beaucoup de résultats, moins 78% d'émissions de CO2 en valeur absolue, quand dans le même temps, les volumes ont augmenté de 37%, les volumes de production, donc ça c'est assez remarquable. On a 35 sites qui sont carbone neutres dans le monde, dont 14 usines. Et puis, on a travaillé sur l'eau avec une réduction de 51% de consommation d'eau par unité. On a des usines, on a développé le concept d'usine sèche, c'est-à-dire une usine qui n'utilise de l'eau que pour les mettre dans les produits ou les besoins des collaborateurs, donc, mais toute l'eau de process est entièrement recyclée et tourne en boucle. Exactement. Donc on a 4 usines sèches aujourd'hui. La première usine sèche, je suis fière de le dire, était notre usine produits professionnels de Burgos. Depuis 2017, en Espagne, est une usine sèche. Donc, combien c'est 400 collaborateurs sur le site, c'est ça. Donc il y a déjà un travail accompli. Absolument. Et vous êtes toujours en amélioration. Ça, c'est un sujet important parce que le consommateur aujourd'hui est très exigeant sur ces questions. Avant de nous quitter, je vous pose la question, parce que c'est une question que je pose parfois à des dirigeants de TI, puis là, j'ai la chance d'avoir des responsables de cette grande entreprise. Vous faites quoi, là ? Vos objectifs demain, c'est quoi ?
Nous, c'est la reprise accélérée du business dès maintenant. C'est ça. C'est assez phénoménal. Encore une fois, je vous l'ai dit, l'engouement. Je crois que tout le monde s'est rendu compte ça, on a bien... Oui, il y a une à dynamique. quel point c'était important d'aller chez son coiffeur. Et ça, et donc, vous parlez au quelque chose coiffeur, là. Sur lequel, c'est ça. nous, on mise à fond, tout en gardant tout ce qu'on a appris pendant cette crise. Donc, à aller beaucoup plus vite, à être beaucoup plus réactif, à utiliser le digital pour donner plus de valeur ajoutée à ce qu'on fait en présentiel. Et tout ça, ça va nous permettre, dès maintenant, d'avoir un second semestre qui soit en droite ligne de ce qu'on était déjà avant la crise. Maintenir vos résultats, pour le dire un peu. C'est comme si on avait été projeté 2 ans plus loin. On a gagné 2 ans en 2 mois. C'est ça, il y a un accélérateur. Et donc cet accélérateur, au profit justement de tous, de nos collaborateurs, de nos clients, de notre environnement, c'est quelque chose qui nous motive énormément. Gaëlle Legault, 10 secondes. Il vous reste 10 secondes. Alors demain, on s'adapte, on continue à être agile à ce nouveau monde. L'explosion du e-commerce a aussi... il faut s'adapter. Il faut adapter notre supply chain, donc ça fait partie. Et puis évidemment, en top de l'agenda, c'est le développement durable, les nouveaux engagements qui sont dans la prolongation, mais pour nous, vraiment sur les emballages plastiques, le CO2, l'eau, c'est vraiment... le cœur de nos actions. Vous êtes sur beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes sur le chemin, dans une Absolument. dynamique qui est évidemment accélérée par cette crise. C'était un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous, Merci Nathalie Ross, beaucoup. directrice générale de la division L'Oréal Produits Professionnels, et Gaëlle Legault, merci d'être venue, directrice des opérations de la division L'Oréal. On a appris plein de choses, en tout cas, il se passe plein de choses chez L'Oréal et il y a une dynamique puisque vous nous l'avez transmise. Merci à vous. Tout de suite, notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. Vous connaissez notre rendez-vous, on va parler de recrutement. Fenêtre sur l'emploi, avec moi Amélie Favre-Guittet. Merci de revenir faire un détour sur le plateau de Smart Job, cofondatrice de Boost Me Up. Avec vous, on va parler recrutement, bien sûr, avec 2 volets sur lesquels vous travaillez, les jeunes et les seniors, les plus de 45. Commençons par les jeunes. On va voir ce chiffre. Le taux de chômage chez les jeunes est bien supérieur au taux de chômage, évidemment, sur l'ensemble de la population, 19,2% au premier trimestre 2020. Les jeunes qui sont face au mur de l'emploi, notamment les alternants, Amélie. C'est le gros problème aujourd'hui, la recherche d'alternance, parce que tous les recrutements se sont coupés avec le Covid. Toutes les entreprises ont mis fin également aux périodes de stage, et donc les étudiants se sont retrouvés sans rien. Donc là, aujourd'hui, ils sont en galère, ils doivent tous rechercher une alternance, donc que ce soit apprentissage ou contrat pro pour la rentrée, et c'est la course à la recherche, donc ils postulent à tout va. Pas forcément toujours bien, souvent quand même accompagné par l'école, parce que c'est important, c'est aussi un enjeu business pour l'école, donc c'est une évidence. Sans maître de stage, sans entreprise, il y a la formation n'existe pas, l'école. donc ça ne marche pas. Ouais. Quels sont les 3 conseils que vous donnez aux jeunes? Parce qu'il y a quand même, effectivement, vous le dites, vous les accompagnez. C'est quoi les conseils que vous leur donnez? De rester eux, d'être authentiques. Pas être coincé comme ça. Et d'arrêter de copier-coller les lettres de motivation de Google, même si j'aime beaucoup Google pour plein d'autres choses. Vous êtes comme un prof, Amélie, vous voyez tout de suite que là, le jeune vous a apporté un Google, quoi. Bah oui, c'est du copier-coller. Alors après, c'est beaucoup de formations autour de ça, parce qu'en fait, on leur a appris, on refait la même chose que nos parents. On réécrit la même chose que nos parents écrivaient. Donc ce sont les mêmes formulations, donc c'est absolument pas naturel, c'est absolument pas authentique. Soyez vous-même, oui. À l'oral et à l'écrit. Et c'est très dur, en fait, à l'oral comme à l'écrit. Mais en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à capter l'attention d'un chef d'entreprise. Ouais, autre conseil pour ces jeunes? D'aller au culot, d'arrêter d'avoir peur et de se poser des questions. Le culot, c'est quoi? C'est de mettre le pied dans la porte, c'est d'aller sur LinkedIn, d'insister? La porte, la fenêtre, tout. En fait, c'est postuler directement auprès de l'entreprise, postuler à travers les annonces, aller sur LinkedIn, aller sur Twitter. 20% d'offres d'emploi se baladent sur Twitter. Ils ne pensent pas à les utiliser. Aujourd'hui, c'est le numérique. Bah oui. Et les jeunes, pourtant, sont connectés, c'est bizarre? Ils sont connectés, ils sont beaucoup sur TikTok, mais ils ne sont pas forcément sur LinkedIn. Ils n'ont pas eu de cours, on ne leur a pas appris à utiliser LinkedIn. Et donc, ils se posent la question de qu'est-ce que je dois faire? Alors, Amélie, c'est important, ces jeunes qui cherchent soit un stage ou une alternance, mais il y a aussi les seniors, puisque vous étiez venus nous parler en particulier de ces seniors de plus de 45. Eux aussi sont très impactés par cette crise Covid. Certains sont là depuis longtemps, c'est 1 année pour 57%, 2 ans pour certains. Qu'est-ce que vous leur dites à ces seniors? Parce que eux, c'est une autre histoire. Ils ont l'expérience, mais trop cher, plus adapté, plus formé. Qu'est-ce que vous leur dites? Eh ben, vous savez quoi, le paradoxe? C'est qu'ils ont exactement les mêmes problèmes que les jeunes.
Ils savent pas quoi mettre sur un CV. En fait, ils ne savent pas quoi enlever de leur CV. Parce qu'ils en ont trop, eux. Voilà. Ouais. Ils savent pas comment se vendre auprès de l'entreprise, quel rôle apporter à l'entreprise, quel rôle donner. Donc en fait, ils n'arrivent pas à avoir le bon argument. Pareil, leur lettre de motivation, c'est un copier-coller. Et la posture est pas la même non plus. Ils n'arrivent pas à avoir un rôle un peu plus important. Ils ont du mal à parler de l'enjeu business pour l'entreprise. Et pareil, sur LinkedIn, ils savent pas faire. Mais il y a quoi, une crise de confiance? Il y a Énormément. traversé par le doute, parce que c'est ça votre accompagnement Junior, aussi. senior, c'est un problème de confiance en soi. On ne sait pas comment se valoriser, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas si ça va être bien perçu. Et en fait, souvent, on se pose beaucoup trop de questions. Il faut faire les choses juste naturellement et simplement, comme si on avait la personne en face de soi et qu'on lui demandait simplement si elle avait des besoins en recrutement. Pimp My Career, dites-nous en quelques mots ce que c'est. C'est en fait de l'accompagnement en présentiel et à distance des étudiants en école de commerce et université et également des alumni. Ça veut dire concrètement qu'on les accompagne, on les prépare, Oui. Parce que c'est vrai que l'oralité parfois est chancelante, parce qu'on n'a pas les bons mots, c'est ça le C'est travail que vous exactement faites. ça. On fait tout le travail un peu en amont qui est parfois un peu chiant sur le CV, la lettre de motivation. Puis après, vous rentrez dans le dur. Préparation aux entretiens, négociation de salaire pour ceux qui sortent. Aussi C'est pas facile, ça, hein. C'est très très dur. Junior comme senior, ils savent pas parler argent. Donc c'est passionnant de faire Tabou. ça avec eux. Très tabou en France. Et en même temps, on parle de LinkedIn, de la manière de travailler son image, sa réputation, la manière d'avoir confiance en soi. Et en visio, comme on dit, c'est-à-dire soit en physique, Oui. soit en visioconférence. En visio, mais aussi en digital. On a aussi un parcours 100% digitalisé avec des jeux. Un Donc, peu comme on a fait pour les seniors. Plein d'outils. Boost Me Up, c'est important de dire boost, hein, c'est comme booster. C'est Vous ça. boostez vos candidats. Merci Amélie Favre-Guittet. Vous reviendrez, je pense, régulièrement dans notre émission, Avec parce grand que vous plaisir. apportez comme ça un regard frais et un peu décalé Oui. sur les grosses structures de recrutement. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de Smart Job, mais rassurez-vous, on se retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres. Je serai là. À demain. Et merci à toute l'équipe et à Emma Benassi, évidemment, qui m'aide à préparer l'émission.